Alors, rebonjour à tous. Je crois on va commencer. Déjà pour les personnes qui sont là, nous vous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues à ce webinaire sur l'accès des marchés aux vaccins, les facteurs influençant les choix personnels. Faudra noter que ce webinaire est le troisième d'une série de webinaires dans le but de fournir des informations sur les options de carrière disponibles dans le domaine de la vaccinologie. Et aujourd'hui qui est conjointement organisé par le Kenya Medical Research Institute, KEMRI, et l'Institut Pasteur de Dakar, l'IPD. KEMRI est une unité de recherche en santé basée à Kilifi et Nairobi au Kenya, ainsi qu'à Mbale en Ouganda. Et au fil des années, KEMRI a mis en place des idées novatrices et des collaborations pour améliorer la santé en Afrique, tout en développant des leaders dans le domaine scientifique. La vision étant de mener des recherches de pointe et novatrices répondant aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux. Quant à l'Institut Pasteur de Dakar, c'est une fondation à but non lucratif sénégalaise qui est basée à Dakar et offre des solutions de santé, des services de laboratoire aux communautés, en menant des recherches et innovations biomédicales de pointe, en produisant des vaccins et des diagnostics essentiels pour les populations africaines, en favorisant le développement du capital humain, ainsi qu'en participant à des initiatives de santé publique telles que l'intelligence épidémique, la réponse aux épidémies et la surveillance. Donc voilà un peu de background pour ces deux institutions. Je m'appelle Aïssa Tougaï et je suis honorée d'être votre modératrice aujourd'hui. Je suis responsable des partenariats académiques au niveau de l'IPD. Et avant d'introduire notre très honorable guest aujourd'hui, je veux juste aller faire le tour sur les aspects organisationnels. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible au niveau du site de KEMRI sur les 3 prochaines années. Donc vous pouvez y aller et retrouver le contenu là-bas. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Teams, veuillez prendre note de l'option de la boîte de chat. Si vous utilisez un ordinateur portable, elle se trouve en haut de votre écran et c'est le petit icône en nuage de mots. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions tout au long de la présentation auxquelles vous aimeriez qu'on y réponde. Et aussi, peut-être on pourra avoir quelques créneaux pour les personnes qui ont l'internet beaucoup plus stable pour poser les questions directement. Mais veuillez privilégier la boîte au chat pour écrire vos questions. Et ce qu'on fera, on va les recenser et on va y répondre à la fin de la présentation. Et aussi, je veux vous parler en grande ligne de l'engagement des deux institutions à développer une main-d'œuvre jeune et compétente dans le secteur de la vaccinologie et production de vaccins en Afrique. Donc, comme vous le savez certainement, aujourd'hui, l'ambition au niveau continental, c'est d'augmenter la production locale de vaccins pour répondre à 60% des besoins de vaccination de routine en Afrique d'ici 2040. Et en ce moment, c'est juste 1% qu'on est couvert. Et aussi de renforcer la capacité de recherche, de découverte et de fabrication de vaccins en Afrique. Donc pour cela, il y a un besoin fort en capital humain, un besoin fort de développer ce capital humain-là. Et c'est dans ce cadre que les deux institutions ont lancé des initiatives pour élargir les connaissances techniques et les compétences pour la recherche et développement durable de vaccins en Afrique. Et cela concerne beaucoup de segments. Donc, pour commencer avec KEMRI, ça se fait en 3 canaux. Donc, ils organisent des stages dans des institutions de fabrication de vaccins visant à établir un système de mentorat qui relie les stagiaires à des seniors qui sont dans le field, qui peuvent leur amener dans le parcours d'apprentissage. Ils organisent aussi un cours de niveau master entièrement financé, un cours de 2 semaines en vaccinologie, présenté à la fois en anglais et en français, destiné aux candidats sélectionnés en fonction de leur implication directe dans le secteur.
et des webinaires trimestriels, dont ce webinaire-là. Et au niveau de l'Institut Pasteur, nous sommes en train de mettre en place un projet pluriannuel visant à développer, à constituer une main-d'œuvre de classe mondiale pour soutenir la fabrication de vaccins, en sus de l'augmentation de la capacité de production de vaccins avec la mise en place d'une toute nouvelle usine modulaire de production de vaccins qui sera au Sénégal. Donc, c'est super, super pour le Sénégal et pour l'Afrique, je dirais, au niveau de Diamniadio, pour les Sénégalais qui sont là. Donc, c'est un peu outside of Dakar. Donc, le projet visant sur le renforcement de la capacité humaine, mettre en place à terme un centre d'excellence en formation pour doter les jeunes talents partout en Afrique francophone et avec un focus quand même sur les jeunes et les jeunes femmes de compétences spécialisées dans la recherche, la fabrication, la production et la distribution de vaccins. Et à travers ce projet, l'IPD élaborera un programme de formation spécialisé pour le continent africain et l'objectif étant de former des corps de jeunes talents tout au long. Et on intégrera aussi beaucoup d'acteurs dans l'écosystème, autant des acteurs institutionnels, gouvernementaux, mais aussi les universités et les institutions de formation. Voilà en grande ligne tout ce que ces deux institutions font pour renforcer le capital humain dans la bioproduction. Et pour en venir au vif du sujet aujourd'hui et pourquoi on a ce webinaire, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Barbara Guyombo, qui est directrice associée au partenariat au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Donc, avec une expérience internationale approfondie de 16 ans, Barbara est une professionnelle éminente dans le domaine de l'engagement des parties prenantes et la création de partenariats à valeur partagée dans le secteur de la santé mondiale en vue de permettre un accès étendu aux innovations. Elle a contribué activement à la mise en place d'environnements favorables, plaidé en faveur de politiques fondées sur des preuves et mise en œuvre l'accès au vaccin avec elle est aussi sa capacité à établir des relations de confiance avec diverses parties prenantes, allant des leaders de l'industrie au gouvernement, à la société civile, aux partenariats public-privé et aux organisations multilatérales, témoigne de son talent pour engager à tous les niveaux. Elle a contribué activement à la mise en place d'environnements favorables tout au long et son expérience de travail sur 25 marchés différents témoigne de sa profonde compréhension des dynamiques mondiales, mais aussi sur des questions reliées à la santé. En tant que femme leader, Barbara Guyombo incarne une penseuse stratégique qui relie les points de manière unique, permettant ainsi la création de solutions globales. Donc aujourd'hui, c'est un honneur de l'avoir pour partager son expérience, mais aussi aller en profondeur sur la thématique qui est le but de ce webinaire aujourd'hui. Donc, merci d'accueillir Madame Guyombo. Merci encore d'avoir pris le temps pour partager votre expertise. À toi, Barbara. Bonjour à tous. Merci à Aïssatou pour cette introduction qui me fait rougir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler un peu de l'accès au marché des vaccins et aussi des aspects de confiance vaccinale. En termes de déclaration, donc, comme Aïssatou vient de le mentionner, je suis actuellement en poste à l'Institut Pasteur de Dakar et je suis aussi active au sein du groupe de travail de Partnership for African Vaccine Manufacturing de l'Africa CDC. J'ai travaillé dans le passé donc, dans l'industrie pharmaceutique, mais ce n'est plus le cas actuellement. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous vous avions demandé de participer à une enquête et pour ceux qui l'ont fait, je vous remercie. Et on voulait un petit peu partager avec vous un élément intéressant puisque donc aujourd'hui, l'intitulé de notre propos est sur l'accès au marché et qu'environ un peu plus de 60% d'entre vous qui ont répondu à l'enquête disaient qu'ils participaient pour en savoir plus sur la recherche et le développement des vaccins. Alors,
Si on reprend un petit peu les différents aspects de la vaccinologie et des carrières possibles, donc effectivement, hein, tout démarre par avoir des vaccins, donc effectivement recherche et développement. Il y a aussi bien sûr les vaccins, donc maladies infectieuses, donc tout ce qui est surveillance et épidémiologie. Ensuite, tester ces vaccins donc à travers des essais cliniques, les produire et ensuite évaluer leur sécurité et leur efficacité vaccinale. Donc ça, c'est un petit peu les grandes lignes hein, des métiers de la vaccinologie. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de l'accès au marché. Donc, où se situe l'accès au marché dans ces carrières? Donc déjà, un point de vue définition, quand on parle d'accès au marché, on ne parle pas d'autorisation de mise sur le marché, hein, qui est un aspect réglementaire, mais bien du fait de comment est-ce que on va faire en sorte que les patients, enfin les populations, soient immunisées et aient accès à un produit et que ce produit soit maintenu sur le marché en prenant en compte, en fait, un certain nombre de données qui vont servir à valoriser ce vaccin auprès des autorités publiques pour une décision d'investissement, en fait. Et donc, c'est bien sûr des données qui doivent être aussi réactualisées en termes de médico-économiques. Donc ça, c'est un petit peu la définition de base et à laquelle moi j'ai rajouté deux choses, puisque donc mettre les vaccins sur le marché et donner accès aux populations est une chose, mais ensuite, il y a aussi comment on s'assure qu'on a une stratégie d'accès au marché qui permette vraiment d'immuniser les populations. Et aussi l'aspect pour les populations qui sont immunisées, de savoir et d'avoir confiance en cette vaccination. Donc ça, c'est des sujets qui sont un petit peu nouveaux aussi sur les aspects d'accès au marché. Donc pour en revenir un petit peu à tout le cycle de développement d'un vaccin, donc j'aime bien cette petite illustration qui a été faite, que vous pouvez retrouver dans le magazine Nature suite à la pandémie. On voit bien en fait que avant la pandémie de Covid-19, on avait voilà, des étapes pour pouvoir mettre sur le marché un vaccin qui se faisait hein, sur plusieurs années, voire des décennies. Et qu'on a bien sûr on écourte ce temps lorsque on cherche à avoir une procédure d'autorisation d'urgence de mise sur le marché décidée par l'OMS lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une urgence sanitaire, comme récemment nous l'avons eu avec le Covid. Mais il ne faut pas oublier que le temps, j'allais dire, un peu plus classique d'avoir des vaccins, ce n'est pas celui qu'on a vu pour les vaccins Covid. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'accès au marché et l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, vous voyez à la fin là, de ces étapes, vous avez l'aspect réglementaire qui va permettre, une fois qu'on a l'autorisation sur un marché donné au niveau sécurité sanitaire, des autorités de mettre en place ce vaccin, ensuite de parler de l'aspect à qui va aller ce vaccin, comment, à quel prix, dans quel contexte. Mais le travail d'accès au marché, eh ben, il ne se fait pas essentiellement là, il commence bien en amont. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont intérêt effectivement dans ces étapes de recherche et développement, sachez qu'en fait, quand on travaille dans l'accès au marché, on travaille très en amont hein, avec les équipes médicales, les équipes réglementaires, et justement comprendre à travers les différentes étapes de développement et de production de ce vaccin, qu'est-ce que c'est que ce vaccin,
comment il va apporter une valeur sur le marché et comment on va en fait communiquer aux autorités cette valeur. La valeur d'un vaccin, donc il n'y a pas que le vaccin, il y a ce qu'on appelle la vaccination, encore une fois, et je pense que c'est un terme qu'on a beaucoup entendu après la pandémie, que ce qui intéressait, c'était pas avoir des vaccins, mais de la vaccination et de s'assurer que les vaccins arrivent dans les bras des populations immunisées. Et donc ça, c'est pour ça, c'est très, très important de comprendre cette différence. Et donc, la valeur de la vaccination, donc c'est une valeur qui se situe dans le fait que ça fait partie des objectifs de développement durable, l'accès à la vaccination de manière étendue. Donc, bien sûr, on le sait, la vaccination va permettre de prévenir la morbidité et la mortalité associées aux maladies infectieuses contre lesquelles elle cherche à protéger. Mais elle va aussi, en fait, améliorer un certain nombre de choses, l'éducation, le développement économique d'un pays. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de la valeur de la vaccination. On le sait, au niveau des chiffres, de ce qu'une vaccination permet d'éviter en termes de nombre de décès. Et donc ça va aussi varier en fonction de quelle épidémie, de quelle maladie infectieuse on parle, dans quelle population. Mais quels que soient les groupes d'âge, on sait que les vaccins qui sont à notre disposition aujourd'hui ont permis justement de prévenir ces décès. Et donc, c'est l'une des interventions de santé publique qu'on appelle le plus efficace, puisque je sais que vous avez récemment aussi, le dernier webinaire était sur les analyses d'économie de la santé. Et donc, si on regarde l'aspect coût-efficacité de la mise en place d'une intervention vaccinale, c'est une des interventions les plus efficaces. Et malgré ça, on n'est pas encore optimal. Et on sait que si on a amélioré cette couverture vaccinale au niveau du monde, on pourrait encore augmenter et éviter des millions de décès. Quelque chose aussi qui fait partie de la valeur de la vaccination et qui est parfois méconnu, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première ligne de défense contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, il y a pas mal d'études qui montrent que si on veut aider à limiter la propagation ou résistance aux antibiotiques, qui est un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui au niveau mondial, l'une des armes à notre disposition, c'est la vaccination. Puisque dans la vaccination, nous sommes dans la prévention et on sait qu'il y a un certain nombre de bactéries qui sont devenues résistantes aux médicaments, puisqu'on ne les a pas utilisées à bon usage, et que si on faisait un meilleur usage à la fois de la vaccination chez les humains, mais aussi chez les animaux, on pourrait prévenir un certain nombre d'outils et éviter ces recours aux antibiotiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important quand on parle de la valeur de la vaccination. C'est un des enjeux. Alors, quand on introduit un nouveau vaccin, donc en termes d'audience, bien sûr, c'est au niveau local que ça se passe. Et donc, il y a un certain nombre d'autorités nationales et des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination. Mais il y a aussi, bien sûr, des institutions supranationales. Je faisais référence tout à l'heure à l'Organisation mondiale de la santé, mais qui n'est pas la seule, on le verra. Il y a bien sûr les fabricants de vaccins, ceux qui ont des intérêts, les organisations professionnelles, puisque dans certains pays aussi, quand on parle de gains économiques, garder une population active, en bonne santé et pouvoir prévenir un certain nombre de maladies au sein de cette population, donc ça intéresse aussi les organisations professionnelles. Et bien sûr, je me suis reprise tout à l'heure parce qu'on ne parle pas de patients, puisque la petite
le fait qu'on vaccine des populations saines et donc pas des patients, on a affaire donc au grand public et donc dans ce grand public aussi un certain nombre d'influenceurs. Et donc on va devoir, avec toute cette audience qui est assez large du coup, à la fois en termes d'expertise et en termes de comment y accéder, on va devoir répondre à un certain nombre de questions quand on veut introduire des nouveaux vaccins. Et là, j'étaye mon propos en prenant des questions qu'un grand ponte de la vaccination, le professeur Salisbury, qui a été directeur division santé en Angleterre pendant des années et a travaillé sur pas mal de vaccinations type polio, etc. et qui a beaucoup conseillé sur les enjeux de vaccination et d'accès dans le monde, nous parle de 5 questions. Donc, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un vaccin? Est-ce que le vaccin est sûr et efficace? Qui devrait recevoir ce vaccin? Et encore une fois, on parle là d'investissement, on va y revenir. Et donc, est-ce que c'est une bonne utilisation des fonds publics ou personnels ou organisationnels que de se procurer ce vaccin? Donc, et vous allez voir, quel que soit finalement l'interlocuteur auquel on s'adresse, c'est des questions auxquelles on va devoir s'intéresser. Il y a un interlocuteur particulier, je parlais des autorités supranationales, puisque quand un pays veut introduire un vaccin, il y a un certain nombre de recommandations qui existent aussi, au-delà du pays, et qui sont formulées par l'Organisation mondiale de la santé. Et depuis 1999, il y a le groupe consultatif stratégique d'experts, le SAGE, sur la vaccination qui a été créé et donc l'objectif est vraiment de fournir des recommandations à l'OMS sur tout ce qui concerne les vaccins et la vaccination. Et donc, ces recommandations vont à la fois aller de politique et de stratégie au niveau monde, sur quel vaccin, quelle technologie, où on est sur la recherche et le développement. Et bien sûr, comme on disait tout à l'heure, les vaccins sont des outils. Et donc ensuite, comment on fait appel à une stratégie vaccinale et comment ça, bien sûr, s'intègre dans d'autres aspects de la sécurité sanitaire. Le SAGE, donc, c'est un groupe consultatif qui se réunit 2 fois par an et qui a des groupes de travail sur différentes technologies, différents vaccins. Et donc, un certain nombre de groupes font partie aussi du SAGE, donc l'UNICEF, l'Alliance des vaccins Gavi, les bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la santé, et il y a un certain nombre d'observateurs. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la santé, que vous soyez dans le cadre d'agences techniques, chez des donateurs, dans les ONG, mais aussi des organisations professionnelles, voilà. Donc, vous pouvez avoir accès et observer ces réunions. Il y a aussi un bulletin qui est émis par l'OMS pour justement partager ces recommandations qui sont faites. Et donc, l'OMS va avoir un rôle pour soutenir justement les pays, va proposer un certain nombre de stratégies de santé publique, de groupes à prioriser pour la vaccination avec différents niveaux aussi, et surtout dans un contexte où les vaccins vont être disponibles dans le temps à une échelle un petit peu différente. Donc, bien sûr, il va sans dire que là, on parle de vaccins, bien sûr, qui doivent être entièrement
homologués par l'OMS ou dans un processus, comme je disais tout à l'heure, une procédure spéciale en cas d'urgence, mais qui vont avoir, voilà, l'OMS a mis en place une stratégie avec des profils de produits, des tests d'efficacité, et quelles que soient les recommandations qui sont faites, il faut qu'il y ait un certain nombre de prérequis sur le fait qu'il n'y a pas de grande différence sur la réponse immunitaire dans des sous-populations, etc. Je parlais d'approvisionnement limité, puisque ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, malheureusement, en Afrique et aussi récemment la pandémie, avec la pandémie de Covid-19. Et donc, quand on n'a pas assez de vaccins, et donc il va falloir mettre en place une stratégie de priorisation avec un focus qui peut être fait sur différents types de populations. Et une priorité qui va être mise pour, bien sûr, dans un premier temps, réduire la morbidité et la mortalité, maintenir les services essentiels, s'assurer qu'on protège les personnes qui sont, qu'on va appeler en première ligne, hein, et qui vont aussi garantir le bien-être d'autrui, et que, au fur et à mesure que la disponibilité des vaccins vont se faire, on va pouvoir élargir aussi à d'autres critères comme la réduction de la transmission ou vouloir jouer sur certains critères sociétaux ou économiques. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque l'OMS va fournir ce cadre. Donc, il est très important de comprendre lorsque on travaille dans l'accès au marché. Cette valeur de la vaccination, vous l'aurez compris, et on l'a tous bien vu avec la pandémie récente, mais pas seulement, hein, puisque sur le continent africain, on a aussi plusieurs épidémies en même temps sur les maladies infectieuses. Et donc, il est important qu'on ait bien sûr des produits, mais aussi qu'on soit capable de donner un accès équitable au vaccin. Qu'est-ce qu'on entend par accès équitable? C'est-à-dire que l'accès à ces vaccins va se faire sans regard de la capacité économique d'un pays à se le procurer, mais bien sur les besoins de réduire la mortalité, la morbidité et un certain nombre de critères qu'on vient de voir sur l'OMS. On l'a vu avec les résurgences récentes de certaines maladies comme la polio dans des pays comme Israël ou les États-Unis. Si on n'a pas une couverture vaccinale aussi qui permet l'immunité collective, la valeur de cette vaccination ne va pas se réaliser. Et donc, il faut qu'on ait un certain nombre de personnes qui soient vaccinées, un certain pourcentage de la population qui soit vaccinée pour que la valeur soit réalisée. Il faut aussi qu'on puisse montrer que ces vaccins soient efficaces en vie réelle et ce qu'elles permettent de prévenir en termes de coûts économiques qu'on appelle directs et indirects, hein, comme cela a été vu dans un webinaire précédent sur l'économie de la santé, et quels aussi sont les bénéfices de santé publique. Donc, il y a toute une analyse médico-économique qui doit être nourrie aussi pour continuer à démontrer la valeur de la vaccination en vie réelle et pas seulement sur des modélisations qui sont faites en amont. Il y a aussi quelque chose qui est très important quand on parle d'immunisation des populations, c'est le comportement, bien sûr, de ces populations face à la vaccination. Et là aussi, hein, il y a des analyses économiques qui permettent, par exemple, en période épidémique, on va développer des modèles pour voir, voilà, comment est-ce qu'on va, par exemple, on a parlé de fléchir une certaine courbe d'épidémie, mais de manière plus générale, comment est-ce que la vaccination va impacter une certaine dynamique d'une épidémie. Et donc ça permet, bien sûr, à tout moment, d'évaluer la valeur de la vaccination à travers son impact
et l'impact de ces stratégies de priorisation qui ont peut-être pu être faites et voir ce qui a été décidé au démarrage, comment on l'évolue, par exemple, si on décide qu'un certain type une sous-population devrait être prioritaire, comment on élargit à d'autres sous-populations. Mais ça va aussi permettre de se projeter à plus long terme et d'anticiper un petit peu comment elle va augmenter cette couverture vaccinale et dans différents groupes d'âge pour pouvoir atteindre cette fameuse immunité collective et relâcher d'autres mesures. Donc, on le voit bien, je n'ai pas encore prononcé le mot prix et le mot coût, puisque c'est très important quand on travaille dans l'accès au marché de comprendre justement cet écosystème d'abord de valeur de la vaccination. Donc, travailler dans l'accès au marché. Il y a un certain nombre de compétences transverses. C'est un métier qui est assez transverse en termes de compétences requises, à la fois sur des aspects de travail en interne dans une organisation avec un travail multidisciplinaire. Hein, donc, il va falloir savoir gérer des projets transverses avec un certain nombre d'interlocuteurs. Pouvoir anticiper et s'adapter, hein, puisque comme on le sait, donc les maladies se muent ou vont aussi réagir dans la population, etc. Donc ça, on ne fait pas un accès au marché et puis hop, c'est fini. Il faut toujours se remettre comprendre comment la maladie évolue, comment la vaccination évolue au sein des populations. Donc il y a tout un aspect de pouvoir décrypter cet environnement et cet impact d'une stratégie qui a été choisie. Donc, je parlais de valeur de la vaccination. Et donc, il y a un certain nombre, un narratif à mettre en place pour expliquer à travers des techniques de communication, voilà, qu'est-ce qu'on propose comme vaccin, quelle est sa valeur dans tout un arsenal peut-être de vaccins existants ou en comparaison avec un autre outil de santé publique. Donc ça, c'est important. Pouvoir répondre à un certain nombre de questions et d'objections des pouvoirs publics, mais aussi, donc, que ce soit au sein d'organisations supranationales, au niveau local ou dans l'industrie, on fait face à une concurrence de dépenses et d'investissements. Et donc, il va falloir aussi être capable de défendre des décisions d'investir dans un certain portefeuille, etc. Et donc, là, on fait appel vraiment à une capacité à communiquer et à négocier. Et bien sûr, tout ça dans un aspect de diplomatie et avoir un certain sens de l'écoute. Voilà. Il y a un aspect de pouvoir mobiliser. Hein, je parlais de travailler en transverse tout à l'heure. C'est à la fois effectivement comprendre et faire appel à des sujets experts, que ce soit en médical, en économie, en réglementaire, mais aussi à mobiliser ces acteurs autour d'une stratégie. Puisque voilà, l'épidémiologiste, lui, il va forcément avoir son biais et sa perspective. Idem pour la personne qui travaille dans le médical, idem pour le réglementaire. Et justement, l'objectif du responsable ou de la responsable accès au marché, c'est vraiment de faire travailler ces personnes et de les mobiliser sur une stratégie qui a été donnée. Ce webinaire est en français aujourd'hui et je pense que c'est aussi important. On est dans un monde très, très international et c'est un métier qui l'est aussi. Et donc, il ne faut pas négliger le fait de pouvoir avoir accès à
à l'anglais, que ce soit écrit et oral, pour aussi avoir accès à un certain nombre d'informations. Je vais détailler là dans les 3 prochaines slides juste pour comprendre que quand on parle d'accès au marché, peut y avoir différents positionnements géographiques de faire un accès au marché, donc à un niveau monde, donc que ce soit parce que vous travaillez dans une organisation supranationale, parce que vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, mais sur plusieurs marchés. Et donc, il va y avoir cette appréhension à la fois d'un portefeuille vaccin, mais d'une stratégie un peu au niveau macro. Comme je disais tout à l'heure, donc il y a ce travail avec les autres experts et comment en fait le planning d'accès au marché va se faire et va impacter une stratégie d'organisation ou d'une entreprise. Donc là, on est en train je vous rappelle, on est 5 à 10 ans avant en fait que le produit, le vaccin soit vraiment sur le marché. Voilà, il faut travailler en amont sur ces décisions et ces types d'investissements. Il y a beaucoup de travail aussi avec des consultants et des experts qui vont produire et générer de la donnée quantitative et qualitative sur justement quelle serait la perception de décideurs du pays. Et donc ça, c'est important aussi d'avoir en tête. Vraiment, comme un des inputs pour voir la stratégie. Et donc, il y a aussi, bien sûr, pas mal d'engagements, que ce soit avec des KOL, les comités consultatifs dont on parlait tout à l'heure, les groupes techniques, l'OMS. Et donc là, on est vraiment sur une co-construction et pour pouvoir développer justement et voir comment ces interlocuteurs réagissent et comprennent la proposition de valeur qui est faite. Si on passe au niveau régional, donc si on est au niveau d'un continent, par exemple, donc là, forcément, il y a des spécificités, donc qu'il va falloir appréhender. Il y a des attentes qui seront spécifiques. Et puis, il va falloir, vous êtes un petit peu au niveau régional, vous êtes un petit peu au milieu du gué, puisque vous êtes à la fois proche des pays et comprenez un peu au niveau justement d'un continent ou d'une région ce qui s'y passe. Et donc, ça veut dire injecter ça dans une stratégie peut-être globale. Et en même temps, voir comment coordonner les choses, puisqu'on le sait aussi qu'il y a des impacts, les prises de décision d'un pays à un autre au niveau d'une région ou d'une sous-région sont aussi importantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis au niveau local, là, on est un peu plus les mains dans le cambouis, dans le sens où on va vraiment être à la fois, donc tout ce que j'ai dit auparavant reste vrai, mais il va falloir savoir où aller chercher les données locales, customiser un petit peu ces études médico-économiques qui peuvent avoir été faites sur d'autres pays que le vôtre. Mettre en place ces dossiers justement pour les autorités au niveau local et adapter justement un petit peu toute cette proposition de valeur qui est faite pas spécifique à votre pays localement. Et il y a aussi tout un aspect, bien sûr, de connaître qui sont les influenceurs, les groupes qu'il faut approcher et comprendre et aussi travailler avec eux, bien sûr, toujours dans un contexte éthique, sur comment est-ce que leur voix peut aussi compter sur ces stratégies qui parfois peuvent être aussi loin du terrain. Donc ça, c'est important, puisque c'est important d'avoir ça en tête quand on parle d'accès au marché. Si on arrive sur le contexte vaccinal en Afrique et comment cela impacte ce métier, Key Opinion Leaders, pardon, je vois la question sur que signifie KOL, donc c'est les experts et influenceurs d'un pays. Donc si on arrive sur le contexte vaccinal en Afrique,
Donc, on l'a vu avec la pandémie, mais aussi, comme je disais, hein, voilà, on est dans sur un continent où on connaît très bien les épidémies. Donc, clairement, il y a un besoin de vaccins. Et donc, suite à la pandémie, il y a un certain nombre de choses qui sont apparues, hein, que, par exemple, qu'on n'a que 1% des vaccins qu'on utilise en Afrique qui sont fabriqués en Afrique, malgré une demande qu'on estime hein, d'ici à 2040, en fonction des modélisations, allant de 2,3 à 5,6 milliards de dollars. Donc, et ça, c'est dû au fait que, bien sûr, on a une population en Afrique qui croît plus rapidement que celle des autres régions, mais aussi, on a un retard sur certaines vaccinations, on va y revenir, et donc on va avoir des besoins à la fois qui sont dus aux spécificités épidémiologiques du continent, mais aussi au fait que le continent n'est pas tout à fait là où il devrait être en termes de couverture vaccinale. Et donc l'objectif de l'Union africaine est de développer, produire et approvisionner 60% des doses de vaccins requises sur le continent d'ici 2040. Et vous voyez bien, hein, si on revient à ma petite illustration du début sur les différentes étapes du développement d'un vaccin, donc on veut pouvoir en Afrique, bien sûr, développer et produire ces vaccins, mais aussi ensuite, l'idée, c'est comment on va faire pour s'approvisionner ces vaccins sur le continent. On dit toujours qu'il ne faut pas gâcher une crise, et je pense que ça a été le cas justement sur cette pandémie, qui a été à la fois dramatique en termes de voir que on était positionné en dernier sur le continent pour avoir accès à des vaccins. Et en même temps, ça a permis aussi justement d'avoir un leadership d'un certain nombre d'acteurs au niveau du continent. Et on a vu de nouvelles initiatives de production, justement, de localisation de vaccins s'élever. Donc, on a 30 nouveaux projets sur ces 18 derniers mois dans 14 pays africains qui ont vu le jour. Et donc, maintenant, il va falloir justement se coordonner et comprendre un petit peu comment ce marché va voir le jour. En termes de couverture vaccinale, je disais, on n'est pas encore là où on aimerait être. Donc, si on regarde la couverture sur les maladies comme la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, qui sont un peu les maladies, j'allais dire, ce qu'on regarde en termes de base de vaccination infantile. Donc, à l'échelle mondiale, en 2018, hein, avant la pandémie, on était à peu près à 86%. Et donc, en Afrique, sur 20 ans, on est passé de 52% à 71%. Donc, oui, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais on n'est pas encore là où, justement, des couvertures vaccinales permettraient d'éradiquer ces maladies. Donc, on a encore 17 millions d'enfants, hein, si on prend les chiffres de 2020, qui n'étaient encore pas vaccinés contre ces maladies mortelles. Et ce qu'on appelle les enfants qui échappent complètement encore à la vaccination systématique et à ces vaccins de base, donc les vaccins, les enfants 0 dose, on est aussi en hausse, dû justement à l'impact aussi que le Covid a eu sur un certain nombre de choses, notamment les chaînes d'approvisionnement. Et on a aujourd'hui 33 millions au total hein, cumulés de ces enfants sur la période de 2019 à 2021. Et donc, ça représente la moitié du nombre d'enfants qui sont sous-vaccinés. Et donc, vous voyez bien l'enjeu de pouvoir atteindre ces vaccinations infantiles et que ça, ce sera possible que s'il y a une volonté politique de le faire
et qui subsistent suite à la pandémie. On parle beaucoup aujourd'hui de la production de vaccins, donc je vais y revenir. Mais encore une fois, on l'a vu, il faudrait parler plus de l'écosystème, comment on crée un écosystème qui soit favorable à la vaccination en Afrique. Et donc pour ça, que ce soit l'investissement dans la production locale ou dans la résilience des systèmes de santé, il faut augmenter ces financements et ces budgets. Et donc, bien sûr, les gouvernements doivent en permanence gérer d'autres priorités. Il est très facile de mettre le focus au moment où on a un problème, une épidémie sur ça. Mais il est beaucoup plus problématique, vraiment, de convaincre nos gouvernements de continuer à accroître cette dépense entre deux épidémies. Il y a autre chose aussi qui est très important, qui ne fait pas l'objet de ce webinaire, mais je sais que ça fera l'objet d'un webinaire à venir, qui est le renforcement et l'harmonisation des systèmes réglementaires, puisque vous l'avez vu, hein, encore une fois, si on revient à mon illustration du départ, on parle d'accès au marché qu'une fois qu'on a les autorisations de mise sur le marché, d'accord? Et donc, aujourd'hui, tous les États de l'Union africaine n'ont pas ratifié ce système d'agence africaine de médicaments qui permettrait d'avoir une harmonisation. Et vous l'avez vu, on a tous ces projets et ces nouvelles initiatives de production de vaccins. Et demain, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'un vaccin qui vient d'un pays, voilà, un vaccin qui vient potentiellement voilà, du Sénégal, va pouvoir aller au Ghana, etc. En termes de, si on parle maintenant d'approvisionnement en vaccins, sur le continent, on a très peu de pays, donc à peine une dizaine, qui s'auto-approvisionnent en vaccins. Et sinon, l'approvisionnement se fait par l'UNICEF et l'Alliance Gavi. Et donc, ils jouent un rôle important. À la fois auprès des pays et sur justement cet accès à la vaccination. Et donc ce marché des vaccins aujourd'hui, hein, c'est donc Gavi qui est le plus gros acheteur de vaccins pour l'Afrique, qui reste, qui a la moitié du marché en valeur et un tiers du marché en volume pour 2020. Et donc, tout ce qui va être en dehors de Gavi se fait soit à travers des mécanismes d'achat groupé au niveau panafricain, ou en direct, ou à travers aussi l'UNICEF, donc qui a une direction d'approvisionnement, hein, la Supply Division de l'UNICEF, qui va aussi être en charge de l'approvisionnement en direct pour d'autres pays et aussi pour Gavi. Donc, aussi l'UNICEF, hein, au niveau approvisionnement, va approvisionner aujourd'hui 90% des vaccins en volume sur le continent. Donc, bien sûr, l'Alliance Gavi a joué un rôle important sur la réduction d'un certain nombre de facteurs, notamment la mortalité au niveau infantile par l'augmentation de ces vaccins et la diminution des enfants qu'on appelle zéro dose. Et elle continuera à jouer un rôle important, mais le modèle de Gavi, c'est vraiment d'aider les pays à devenir aussi, à transitionner et à s'autofinancer alors moi, je n'aime pas parler de dépenses dans la vaccination, mais vraiment d'investissement. Donc, c'est vraiment, les pays sont supportés et ensuite, en fonction de où est-ce qu'ils sont sur couverture vaccinale et de leur santé économique, ils vont transitionner en dehors de Gavi. Et donc, on a ça aussi à prendre en compte. Et aujourd'hui, l'accès au marché en Afrique, oui, c'est Gavi, mais c'est aussi cet auto-approvisionnement et c'est aussi comprendre la stratégie d'investissement en faveur de la vaccination que l'Alliance fait. Donc,
tout à l'heure, on a vu les critères, par exemple, que l'OMS utilise pour recommander des stratégies de vaccination. Et donc, la Gavi, hein, qui a des stratégies d'investissement en faveur de la vaccination, va aussi avoir un certain nombre de critères pour financer avec ses donateurs des vaccins. Et donc, basés encore une fois sur des preuves et des données, ils vont prendre en compte voilà, l'impact de la vaccination, encore une fois, sur la mortalité et la morbidité, mais aussi des facteurs sociétaux, économiques et bénéfices de santé publique. Donc, on en revient toujours à cet aspect de quelles sont les données qui sont utilisées. Voilà. Et donc ça, c'est aussi très important à comprendre quel que soit le pays dans lequel aujourd'hui on est en Afrique, et que ce soit un accès direct ou un accès par Gavi, de comprendre aussi comment monter ces dossiers. On arrive un petit peu à la fin du webinaire et je vais enfin parler de coûts et de prix. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que voilà, il faut vraiment comprendre la valeur holistique, voilà. Donc forcément, quand on va produire des vaccins en Afrique, ils vont avoir un coût qui va être différent de ce qui est fait actuellement, que ce soit dans les pays du Nord ou dans d'autres pays du Sud, parce que ce sont des productions naissantes et qu'il faut atteindre des économies d'échelle, hein, comme toute industrie, pour pouvoir avoir une certaine compétitivité. Et donc aujourd'hui, d'autres pays du Sud, comme l'Inde ou la Chine, ont atteint cette compétitivité. Et donc, il va falloir aux pays africains qui développent des outils de production aussi pouvoir amortir ce capital et ces outils-là. Et pour ce faire, il va falloir introduire une prime de résilience pour ces vaccins qui sont achetés de producteurs africains. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'UNICEF, de Gavi. Et donc, ça, c'est aussi des discussions aujourd'hui qui font partie de l'accès au marché auprès de ces organismes. C'est de comprendre comment on va pouvoir investir dans une prime pour renforcer l'infrastructure de la production de vaccins en Afrique. Et peut-être de la même manière qu'on avait une stratégie d'investissement basée sur le fait que les pays s'autofinancent pour acheter des vaccins, et ben ça va être le cas, la même chose sur cette prime de résilience pour s'assurer que les vaccins ensuite deviennent compétitifs. Il y a aussi l'aspect de pouvoir créer une chaîne de valeur sud-sud pour plus de résilience et de voir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour faire baisser ses coûts en ne regardant pas que le marché africain, mais peut-être aussi s'inspirer de choses qui existent, par exemple, en Inde et de travailler aussi avec d'autres pays du Sud. Le dernier sujet sur l'accès et l'immunisation, c'est les hésitations des populations à se faire vacciner. Et donc, bien sûr, quand on a des populations qui hésitent à avoir accès à la vaccination, ça a un coût forcément puisque on ne fait pas la prévention qu'on veut faire et ça a un impact sur la société. Mais il y a aussi des attitudes ensuite, ça va aussi engendrer et faire se communiquer d'autres attitudes culturelles à l'égard de la vaccination. Donc, cette réticence à l'égard des vaccins est un vrai problème de société qu'il faut adresser au niveau politique, économique, hein, puisque oui, il y a des infrastructures, oui, on veut produire des vaccins, oui, on veut avoir un accès équitable, mais on veut aussi que ces populations ensuite puissent avoir confiance dans les vaccins qui seront produits. Et donc, il y a un rôle critique, bien sûr, du travail avec les communautés et du déploiement de personnes capables, justement, de dissiper les mythes et les malentendus sur les vaccins et de partager leurs témoignages, le témoignage de gens qu'elles connaissent. Et donc,
Et donc ça, c'est très important qu'on comprenne, plus on va avoir de production de vaccins sur le continent, qu'on soit capable aussi de défendre cette production et la qualité de ces vaccins. On ne peut pas parler d'hésitation vaccinale sans parler de la confiance, du coup, en la vaccination. Et je voulais faire un petit focus sur un projet qui s'appelle le Vaccine Confidence Project, qui est de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et publié par l'UNICEF, qui va vous permettre de comprendre un petit peu au niveau des chiffres. Donc, pendant la pandémie, donc, ils ont fait une étude sur 55 pays. Et donc, la perception de l'importance de la vaccination infantile a diminué chez les habitants de la majorité donc quasiment tous ces pays. Donc, cette perception de l'importance a diminué, même si dans presque la moitié des pays, plus de 80% des personnes interrogées ont jugé que c'était important, mais quand même, elle a diminué. Et aussi, on a une perte de confiance qui est supérieure à un tiers dans la plupart des pays d'études. Et dans la plupart de ces pays, les personnes les moins de 35 ans et les femmes étaient les plus susceptibles d'être moins convaincus de l'importance de faire vacciner leurs enfants. Voilà. Donc, il y a un risque là qui est vraiment qui se joue sur plusieurs facteurs, hein, bien sûr, parce que là, comme je disais tout à l'heure, quand on voit la résurgence de maladies telles que la poliomyélite dans des pays qui avaient atteint une couverture vaccinale il y a quelques décennies, donc voilà, donc là aujourd'hui, post-pandémie, il y a aussi voilà, une incertitude relative à la riposte. L'OMS a fini de déclarer l'urgence sanitaire et en même temps on continue à avoir des choses. Donc c'est pareil sur d'autres maladies infectieuses qui réapparaissent aussi sur le continent. Bien sûr, il y a un accès plus généralisé aux fausses informations, je vais y revenir, et il y a une perte de confiance à l'égard des experts et un petit peu la polarisation de ces enjeux-là qui sont devenus politiques. Et donc, on a vu apparaître ce qu'on appelle maintenant l'infodémie, donc c'est-à-dire il y a tellement d'informations fausses qui se propagent que voilà, on a affaire à ça qu'il faut combattre. Et donc, ça va se faire que, encore une fois, à travers des investissements. Donc, dans les infrastructures de santé, puisque plus on aura des données cliniques et épidémiologiques locales et proches des populations, plus ils vont comprendre aussi l'impact que ça a pour eux. Aider à éduquer et évaluer la source d'information et la compréhension de la méthode scientifique. Donc ça, aujourd'hui, c'est aussi très, très important, à la fois d'éduquer les populations et de développer ce sens critique scientifique, et aussi des gens dans les communautés qui ont cette influence et qui peuvent aussi parler aux populations. On voit aujourd'hui que l'OMS aussi n'est plus un organisme loin de la plupart des populations mais a aussi travaillé avec les acteurs du numérique, avec les plateformes des réseaux sociaux, parce que le seul moyen de combattre l'infodémie, c'est à travers aussi des messages, une communication et une information de référence, de qualité, pour pouvoir permettre aux gens de faire le tri. Je voulais conclure ce webinaire en espérant vraiment que vous avez compris que votre rôle demain, si vous choisissez une carrière en vaccinologie et que ce soit dans l'accès au marché ou autre, c'est que les politiques doivent toujours voilà, critiques sur la capacité à investir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de capacité de production des vaccins en Afrique et donc de cet investissement qui, bien sûr, va aussi interagir sur les systèmes de soins de santé, mais on doit avoir un financement qui est durable, on doit être conscient des lacunes et
ce n'est pas juste, bien sûr, c'est nécessaire d'avoir des vaccins en Afrique qui soient fabriqués en Afrique, mais ce ne sera pas suffisant. On doit renforcer les soins de santé primaires. Le personnel de première ligne, qui est majoritairement féminin comme dans d'autres régions, et donc lui donner des ressources dont il a besoin. Au Forum pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en fin d'année dernière à Dakar, j'ai eu la chance de rencontrer, de discuter avec des Badiangor, qui sont ces femmes qui sont dans les communautés et tiennent des carnets de vaccination pour d'autres, pour des familles. Et donc, les mères peuvent du coup se faire vacciner leur enfant. Elles vont faire des rappels. Souvent aussi dans des contextes qui peuvent être avec de sécurité difficiles, elles-mêmes avec des moyens limités. Et donc, ces femmes ont fait un appel qui était double et qui, je pense, est très intéressant pour moi, qui suis pourtant voilà, j'ai travaillé beaucoup dans les vaccins, mais j'ai eu vraiment, en parlant avec elle, je me suis dit, mais en fait, on peut produire des vaccins, on peut développer, faire de la recherche, produire ces vaccins, etc. Mais sans ces femmes, en fait, les populations ne seraient pas vaccinées. Et elle demandait deux choses au pouvoir public lors de ce forum. Ces femmes font partie de l'économie informelle. Elles ont parfois pas d'emploi ou ça en plus de leur activité. Et donc, elles demandaient une reconnaissance de cette activité qui peut s'assimiler à des choses qu'on voit dans le personnel de la petite enfance et autres dans d'autres pays. Et elles demandaient d'être éduquées, d'avoir accès à l'information, d'avoir voilà, des forums où pouvoir rencontrer du personnel, etc., pour continuer à avoir de l'information et pour continuer à pouvoir convaincre les populations avec lesquelles elles travaillent de l'importance de la vaccination. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus par cet hommage à ces Badiangor. Merci. Super. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir conclu sur cette note inspirationnelle et vraiment lancer la balle à l'audience, mais au sens plus large sur ce qu'il y a à faire. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche. Mais voilà, votre capacité à démystifier ces problématiques complexes liées à l'accessibilité des vaccins au marché est impressionnante. Et vous avez soulevé plusieurs aspects importants sur la compréhension de cette valeur vaccinale, mais aussi les aspects d'équité, les différentes lignes d'acteurs inclus et d'expertise requises, les différents positionnements de cet aspect au niveau global, continental, local, qui est super, super importante, mais aussi nous a inspiré, brosser les enjeux qui sont présents au niveau continentaux, mais ce ne sont pas des enjeux qui devraient être overwhelming, mais qui donnent la possibilité à plusieurs prospects qui sont en train de se faire en ce moment et de se développer. Donc, autant sur la capacité de production, d'approvisionnement, ainsi que tous les aspects macro, micro liés à ces sujets-là. Donc, vraiment, merci d'avoir fait le tour sur ces différents sujets et d'avoir rendu tout cela très accessible au public. Votre expertise et votre engagement dans ce domaine sont incontestables. Donc, merci encore. Maintenant que nous avons compris tout cela, je voudrais bien laisser la place aux questions. Si vous avez des questions, comme je l'avais dit au tout début, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Mais sinon aussi, si vous êtes sûr que vous avez une connexion Internet qui est stable, vous pouvez juste lever la main. Donc, l'icône de lever la main, c'est en haut, juste à côté de l'icône chat. Donc, vous pouvez lever la main. Je vais désactiver votre micro. Ah, il y a une question qui vient d'être posée. Donc, quelles technologies émergentes sont en train d'être mises en place pour pouvoir révolutionner cet accès au vaccin et surtout aussi lutter contre l'hésitation à la vaccination?
que vous avez mentionnées. Merci, Gabriela. Merci pour cette question. Vous m'entendez bien? Oui, OK. Alors, bon, il y a pas mal, bien sûr, on entend beaucoup parler des technologies ARN messager qui, de par l'accélération et potentielle qu'elles ont. Donc, il y a encore beaucoup de recherches aujourd'hui qui est faite pour comprendre un peu les applications de cette technologie. Il y a, moi je pense à quelque chose qui est, qui va être pour moi un game changer en Afrique, qui est vraiment les vaccins malaria, hein. Donc aujourd'hui, en plus avec des recommandations qui ont été faites au niveau du SAGE, voilà. On a maintenant un ou plusieurs même outils sur la prévention, un qui est en train d'être, qui arrive peu à peu, et alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 18 pays dans lesquels là ça va arriver. Donc ça va être un enjeu énorme hein, pour l'Afrique, puisque c'est de pouvoir avoir accès à ça en prévention. On a aussi tout ce qui concerne HIV/AIDS, là aussi avec beaucoup d'humilité et de recherche, puisque c'est une maladie qui n'est pas simple. Mais voilà, là on est sur des enjeux où les populations voient au quotidien la problématique qui n'est pas réglée, et donc où on a un espoir avec les vaccins qui pourrait se réaliser assez rapidement. Donc c'est toujours pareil en fait. Je pense qu'il ne faut pas oublier voilà, des vaccins comme la rougeole, la coqueluche, la polio, qui sont des vaccins à méningite. Voilà, le problème, c'est que quand les maladies disparaissent, on oublie qu'elles ont disparu parce qu'on a eu les bons outils. Voilà. Et aujourd'hui, la méningite, voilà, c'est encore un sujet dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc là encore, ça, lorsqu'on va pouvoir avoir des choses avec plusieurs types de méningite dans le même vaccin, tout ce qui va, on l'a vu, tout ce qui est chaîne du froid, parce que voilà, il y a des enjeux assez spécifiques à l'Afrique aussi sur l'approvisionnement, donc en milieu rural, avec une chaîne de froid inexistante parfois. Donc tous ces vaccins aussi, toutes ces technologies qui sont en train de voir le jour, les patchs, tout ça, c'est voilà, c'est un grand espoir d'améliorer ces vaccinations. Je vois une autre question sur effectivement l'intelligence artificielle. Donc là, il y a j'ai prévu, alors, je suis une grande croyante de l'éducation continue. J'ai prévu de me faire dans les prochaines semaines, justement, parce qu'il y a beaucoup de publications qui sont en train de voir le jour sur les enjeux et les applications de l'intelligence artificielle. Donc, on le sait en termes de données cliniques. Ça va permettre un certain nombre de choses justement pour aller plus vite sur ces études cliniques, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. On a besoin de données populationnelles, donc on est en train de parler de données avec beaucoup de volume. Et donc là, clairement, tout ce qui est intelligence artificielle, ça va aider. Sur la robotisation, donc à voir aussi comment ça va aider sur un certain nombre d'enjeux. Mais on sait que, par exemple, en Afrique aujourd'hui, il y a des machines qui sont en train de voir le jour, qui permettent, par exemple, de fabriquer des vaccins de manière différente, adaptés au milieu local. Donc, tout ça, c'est aussi des choses qui vont aider à créer, encore une fois, une valeur spécifique pour les pays du continent. Super.
Merci beaucoup pour cette réponse, Barbara. Il y a deux autres questions. Donc, la première, c'est lié à cet aspect accès au marché et prix. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens qui sont en train de se faire pour faire baisser le prix des vaccins et augmenter cette accessibilité niveau prix? Donc, ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est si vous pensez que la situation géopolitique aura un effet sur l'installation des industries des vaccins en Afrique. Yeah. Merci. Alors, sur la première question, vous avez vu, hein, moi, je pense que je n'ai pas beaucoup parlé de prix dans mon propos, parce que je pense que déjà, il faut que les pays comprennent qu'on a besoin d'augmenter en fait la dépense de santé, on a besoin d'augmenter l'investissement sur la prévention. Oui, c'est bien, aujourd'hui, il y a pas mal d'investissements qui sont faits justement sur la production et ça va permettre d'avoir un écosystème plus favorable déjà. Donc voilà, mais comme je le disais aussi, ce ne sera pas forcément traduit, en tout cas dans un premier temps, par des vaccins moins chers, parce qu'il faut atteindre les économies d'échelle, etc. Donc, c'est un sujet qui est assez problématique sur, voilà, il y a le coût et donc, et la valeur. Et donc, ça amène à un prix. Voilà. Aujourd'hui, clairement, il y a toutefois un certain nombre de vaccins qui ne sont pas accessibles encore au continent africain, soit parce que leur prix voilà, ne le permet pas, soit parce que les technologies, etc., ne sont pas adaptées. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut tirer son chapeau à l'UNICEF et à Gavi qui ont fait un travail exceptionnel ces dernières décennies, justement pour permettre l'accès aux vaccins, tout en maintenant un écosystème aussi avec leurs partenaires, puisque l'industrie fait partie, hein, bien sûr, de l'écosystème de Gavi et UNICEF. Donc, désolée de ne pas répondre. Voilà, je pense que cette question de prix, comme on dit en anglais, it will get worse before it get better. Ça, c'est voilà. Mais bon, il s'agit, c'est le sujet d'investir. Donc, encore une fois, investissement, investissement. Et j'espère beaucoup que si certains d'entre vous choisissent cette voie, c'est vraiment ça qu'il faut porter auprès de nos autorités, c'est d'accroître leur investissement dans la santé publique. Sur la situation géopolitique, bien sûr, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a, j'ai montré hein, les projets, 30 projets dans 14 pays qui veulent voir le jour. Donc forcément, tout écosystème favorable va aider ça. Et à contrario, voilà, il y a des choses qui peuvent tout problème géopolitique a tendance à retarder les investissements, l'implémentation. Donc ça, c'est très important, la stabilité et aussi l'harmonisation. Dans l'harmonisation, je parlais de la ratification de l'AMA aussi. Ça aussi, c'est important d'avoir des pays qui comprennent l'importance de mettre de côté la politique pour avancer sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara, pour ces réponses. Je crois que là, on a le temps d'avoir peut-être une à deux questions additionnelles. Donc, je vais inviter à toute personne qui aurait une question, burning question, une question auquel elle voudrait avoir une réponse de la poster dans le chat. Et entre-temps, nous voulons vous inviter aussi à prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire sur le webinaire que voilà, Caroline vient de poster sur le chat. Donc, ce serait super si vous voulez prendre quelques minutes pour y répondre parce que cela va nous aider beaucoup à améliorer le webinaire et vous donner des webinaires sur des sujets qui vous intéressent comme celui-ci. Voilà, et c'est sur le chat. Vous y aller directement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre sur le chat ou bien vous pouvez lever votre main et je vais vous donner la parole. Top, top, top.
On dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Super. Bon, merci beaucoup Barbara, d'avoir pris le temps et d'avoir vraiment creusé sur cette thématique très importante, et qui présente aujourd'hui beaucoup d'enjeux et de prospects niveau continental, global, tout au long. Peut-être je peux vous redonner la parole pour vos dernières remarques, si vous en avez. Merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, et on espère que cette série de webinaires va vraiment vous permettre de choisir la voie de travailler dans les vaccins, que ce soit en recherche et développement ou dans l'accès au marché. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Un tout plein d'applaudissements pour vous, virtuels pour vous, d'avoir pris le temps pour tout cela. Et comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres séries de webinaires, donc be on the lookout sur le site internet du CAMRI pour pouvoir y assister. Passez une excellente journée et nous espérons avoir d'autres interactions avec vous et vous retrouver dans le fil de la vaccinologie, bioproduction. Passez une bonne journée. Au revoir.